Alors, bonsoir tout le monde. On va commencer la conférence. Alors, ce soir, c'est une conférence sur les hommes d'origine afro-caribéenne qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc Arsène Noir, à Montréal. La question du racisme sexuel et ses ramifications, j'étais contente que ce soit cet angle-là, parce que comme j'avais entendu parler un peu des résultats de la recherche, je me disais, je vais avoir... c'est des aspects qui vont être approfondis. Alors, deux personnes ce soir, Simon Corneau, qui est professeur au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal, qui travaille sur les questions d'usage de pornographie chez les hommes gays et sur le racisme sexuel. D'ailleurs, sur la pornographie, vous avez peut-être déjà eu vent d'une étude en cours là, qui s'appelle EPUR, dont l'acronyme est EPUR. Il détient un doctorat en santé des populations de l'Université d'Ottawa et a fait un stage postdoctoral de 2 ans à l'Université de Toronto, où il a travaillé sur la question de la santé mentale ethnoculturelle. Ce qui était annoncé, c'est la présence de Carlos Edibouo, mais il n'est pas ici parce qu'il est malade. Donc, il sera remplacé par Laurent Maurice Lafontan, qui est diplômé en Beaux-Arts de l'Université Concordia, spécialisé en études cinématographiques, qui est impliqué comme bénévole dans Arc-en-Ciel d'Afrique depuis 2009, responsable du comité des bénévoles d'Arc-en-Ciel d'Afrique en 2010 et directeur adjoint d'Arc-en-Ciel d'Afrique depuis 2013. Il est aussi intervenant pour le CRI Montréal et conférencier et intervenant pour Arc-en-Ciel d'Afrique. Il a réalisé 2 documentaires, Être soi-même et Au-delà des images, qui traitent de l'homosexualité dans les communautés noires. Le premier du point de vue des jeunes homosexuels noirs et le deuxième du point de vue des personnes hétérosexuelles qui se questionnent sur cette réalité. Et je vous les recommande, ces 2 excellents documentaires. C'est très bien. Alors, je leur laisse tout de suite la parole. Je ne lirai pas le résumé. C'est eux qui vont nous amener sur le sujet. Donc oui, merci Lynn. Donc, juste pour vous spécifier que je vous présente ce soir une portion seulement des résultats d'un rapport que je vous ai offert, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, je vais plus, ça va plus tourner autour de la question du racisme sexuel pour la présentation de ce soir. Donc, 2 grands objectifs. Premièrement, de présenter les résultats de recherche sur les Arsa francophones d'origine afro-caribéenne de Montréal, en mettant l'accent, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le racisme sexuel vécu par ces hommes. Deuxièmement, de discuter des implications et des réalités sur le terrain en lien avec les résultats, des retombées des pistes ultérieures d'intervention possibles en ce qui concerne. Donc, ce sera plus la portion de Laurent. Donc, moi, je suis ici pour vous présenter un peu plus l'aspect recherche et Laurent représente Arc-en-Ciel d'Afrique. Donc, je trouve ça pertinent, crucial et important et essentiel que le groupe soit présent également. Donc, c'est des points de discussion qui sont plus axés recherche pour y répondre. S'il y a des questions plus pour le groupe, Laurent pourra prendre la parole. Alors, voilà une petite mise en contexte rapide. Les chiffres sont peut-être pas les plus actuels. J'aurais pu réviser, mais bon, grosso modo, au Canada, 18% de la population est née à l'extérieur du pays. Environ 50 000 nouveaux arrivants au Québec chaque année, donc entre 2006 par exemple et 2010. Donc 37,3% des hommes immigrants nés au Québec venaient d'Afrique et des Antilles. Entre autres, l'homosexualité peut être une cause silencieuse, une raison d'immigrer, donc peut-être que Laurent pourra en parler tout à l'heure avec la réalité terrain. On sait également que les communautés noires sont plus durement touchées par le VIH et SIDA. Les communautés également LGBT+. J'ai mis un plus pour ce soir parce que là, il y a des lettres qui s'ajoutent et se rajoutent, donc je ne sais plus trop. Donc, on s'entend, LGBTQ+. On est rendu à quoi, là? Il y a des... si Lynn fait, on se trouve, là. LGBT+, sont plus touchés également par les troubles de santé mentale. C'est su, c'est connu. Ce qu'on observe également, c'est un certain racisme, qui peut engendrer certains effets néfastes sur la santé physique et psychologique. Donc, un bref état des connaissances pour vous amener à parler un peu plus des résultats de la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'il y a dans les écrits présentement? Donc, on sait que les hommes noirs se sentent exclus des communautés blanches dominantes, qui sont, j'ai dit tout à l'heure, majorité blanche et de classe moyenne. Ils ne se sentent pas à l'aise non plus dans les lieux de socialisation du milieu gay puis commercial. Certaines exclusions qui peuvent influer sur l'accès aux services de prévention et d'éducation. Donc, c'est vraiment une population qui est plus difficile à rejoindre.
Et c'est une réalité qu'on a vécue également lorsqu'on a fait la recherche. Donc, le recrutement était long, était difficile. Et vous allez voir avec les chiffres également, on n'a pas beaucoup de participants. Donc, ça a été un défi majeur lors de la recherche de recruter beaucoup de participants. Formation également de réseaux parallèles chez les personnes noires. Donc, préserver une identité ethnique forte et ne pas avoir à constamment devoir gérer le racisme également. Donc, toujours dans l'état des connaissances, un certain sentiment d'exclusion dans les communautés gays. De manière générale, les Arsenals noirs ressentent un lien plus fort en fonction de l'ethnicité qu'en fonction de l'orientation sexuelle. Ils sentent également qu'ils retirent moins d'avantages peut-être à s'affilier à la communauté gay, au milieu gay, parce qu'ils trouvent un peu moins leur compte. Ils ressentent également qu'ils ont moins de pouvoir, par exemple, s'ils sont en relation avec des hommes blancs. Ils sont moins présents également dans la communauté, mais si visible, court le risque de faire l'objet d'un certain racisme sexuel. Un terme, je le mentionnerai tout à l'heure, je ne veux pas trop me devancer, mais un terme qui va devoir être retravaillé davantage, parce qu'il y a beaucoup de nuances à faire. Donc, où commence le racisme, où termine-t-il? Est-ce qu'avoir une préférence en fonction de la race est automatiquement une forme de racisme? Pas nécessairement selon ce que les participants nous ont rapporté lors de groupes de discussion. Je me devance encore une fois. Donc, le racisme sexuel, c'est qu'est-ce que ça mange en hiver, finalement? Donc, c'est le principe que la race ou la couleur de peau a une valeur certaine sur le marché sexuel. Donc, la race, l'ethnicité peuvent être sexualisées et prisées. Certains auteurs parlent d'un racisme sexuel intériorisé également. Donc, c'est l'acceptation ou l'endossement des stéréotypes et de la hiérarchie ethnosexuelle, l'adoption de l'esthétique dominante de l'homme gay blanc et l'idéalisation concomitante de l'homme gay blanc toujours, et l'acquiescement de la fétichisation raciale. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir quand je vous parlerai de fétichisme racial. Donc, comment certains Arsenals noirs peuvent se positionner par rapport à la fétichisation, pas facile à dire. Donc, est-ce qu'ils l'endossent, ils l'acceptent, le rejettent, le négocient, etc. Donc, ils peuvent se positionner de manière différente. Donc, 3 grands domaines à travers lesquels il sévit. Donc, le racisme sexuel peut sévir au niveau des stéréotypes ethnosexuels, du fétichisme racial et du rejet sur la base de la race. Donc, ça ne prend pas nécessairement les 3 éléments ensemble de manière concomitante pour porter ce qui compose le racisme sexuel, mais un des 3 peut entrer sous la grande coupole du racisme sexuel. Donc, j'y vais tranquillement pour les 3 éléments importants. Donc, le premier, les stéréotypes ethnosexuels, qui sont la sexualisation d'une personne à partir de sa race ou de sa couleur de peau. Donc, les croyances et attentes déduites en fonction de la race du partenaire quant aux attributs et à la teneur que prendra le rapport sexuel. Donc, évidemment, à partir de la race, on fait une série d'attributions en lien avec la sexualité, le corps, le comportement attendu, et en ce qui concerne les hommes noirs, plus particulièrement les Arsenals noirs qui ont fait l'objet de recherche, on dira 2 dans le discours du stéréotype qui sont hyper masculins, hyper sexuels, qui possèdent des organes génitaux plus gros que la moyenne, qui sont dominants, qui sont agressifs et qui sont actifs dans le sens de top, de top versus bottom, là, c'est ça, ouais, dans ce sens-là. Donc, stéréotypes ethnosexuels, deuxième, donc les impacts possibles des stéréotypes maintenant. C'est sûr que les stéréotypes peuvent offrir un certain capital sexuel rehaussé aux hommes noirs, mais, et ça a été rapporté également quand certains participants mentionnent aussi de jouer le rôle un peu du stéréotype, et ça peut être positif pour une histoire d'un soir, une relation sexuelle rapide, etc. Donc c'est le fun d'être approché, d'être sexualisé, d'être vu comme... mais c'est pas automatiquement et nécessairement positif en soi. Donc ça offre un capital sexuel, mais peut dériver vers une certaine objectivation également de l'homme noir pour répondre aux fantasmes de l'homme blanc. Réduction, les réduire à leur corps, sexualisé également pour des relations à court terme, mais peu considérées pour des partenaires à long terme. Et ça aussi, on verra tout à l'heure, ça nous a été rapporté lors des groupes de discussion. Donc oui, pour l'histoire d'un soir, on peut être sexualisé, considéré, mais comme partenaire à plus long terme, peut-être un peu moins. Donc ça peut également affecter la qualité du plaisir sexuel. Donc se sentir contraint à performer ou à jouer le rôle pour répondre aux stéréotypes, en sorte que ça peut diminuer l'exploration possible. Donc réduction du répertoire sexuel, c'est un grand mot justement pour dire que
qu'il y a peut-être une moins grande diversité de pratiques sexuelles et d'exploration sexuelle due au fait qu'ils peuvent se sentir contraints à performer en fonction du stéréotype. Donc, vous rappelez que dans le stéréotype, le racisme sexuel peut regrouper 3 grands éléments. Le deuxième est le fétichisme racial, donc préférence claire et explicite d'une certaine race. Entre autres, plusieurs auteurs mentionnent que l'Internet, donc la race ou l'ethnicité sont des critères très importants de sélection de partenaires sexuels potentiels. Donc, surtout plusieurs études qui ont fait des analyses de contenu justement sur les critères que les gens mettent sur des sites de rencontres, etc. Pour hommes gays. Donc, certains vont mettre certains critères de race, donc pas d'asiatique, noir seulement, pas de noir, etc. Donc, on se pose la question plus tard également, est-ce que d'avoir une préférence ou une non-préférence est un racisme sexuel en soi? Moi, je suis habitué de donner un cours, donc j'ai toujours envie de poser la question, de discuter. C'est pour la fin. Troisième et dernier élément du racisme sexuel, donc le rejet sexuel sur la base de la race. Une aversion plus claire ou une exclusion d'hommes d'une race spécifique de la sphère relationnelle ou sexuelle. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, une certaine ambiguïté quant à où se situe la frontière entre préférence, donc attirance personnelle, ou rejet explicite. Donc de dire je ne suis pas attiré par, est-ce que c'est un rejet explicite? Est-ce que c'est une forme de racisme ou c'est simplement une préférence? On en discutera tout à l'heure. Donc je suis toujours dans l'état des connaissances. En gros, grosso modo, ce qu'on connaît également, ce qui concerne la santé mentale chez les personnes noires. Donc, on sait que l'estime de soi peut être entachée par des événements, des expériences de discrimination, de marginalisation. On parle beaucoup de micro-agressions également de plus en plus. Ils sont plus sujets au stress et à la dépression. Le racisme sexuel et l'objectification, on peut faire douter celui qui en fait l'objet sur sa valeur ou sa désirabilité comme personne à part entière. Et ça nous a également été rapporté lors de l'étude également. Peuvent souffrir également de plus d'isolement social et un certain sentiment d'infériorité s'ils ne répondent pas aux stéréotypes ou s'ils répondent et ça va un peu à l'encontre de ce qu'ils souhaitent explorer. Bon, je vous ai tracé un petit portrait peut-être un peu décourageant, mais il y a quand même des points positifs, il y a une certaine force et résilience également, et on va voir qu'on a documenté également les mécanismes de résilience chez les personnes noires. Donc, ce qu'on connaît dans les écrits, donc différentes stratégies d'adaptation, entre autres en ce qui concerne le racisme dans la communauté gay. Quelles sont les stratégies majoritairement utilisées? Donc, premièrement, se distancer des hommes blancs, éviter certains lieux de socialisation, comme on l'a vu tout à l'heure, ils ne se sentent pas confortables, donc ils évitent de fréquenter certains lieux. Et comme on l'a vu également tout à l'heure, la création de réseaux parallèles entre eux, donc qui peut expliquer la moindre visibilité dans le milieu gay plus commercial. Donc, pour mener la recherche, on a utilisé la théorie de l'intersectionnalité un peu pour mieux situer la position particulière, finalement, des personnes noires à travers diverses catégories d'oppression possibles. Donc, entre autres, la classe sociale, qui n'était pas nécessairement, je ne crois pas qu'elle était dans le rapport, mais j'aurais dû l'inclure parce que pour certains personnes noires, je ne suis pas en train de dire que tous les personnes noires sont de classes sociales défavorisées, mais certains, peut-être les nouveaux arrivants, les réfugiés, sont en situation un peu plus vulnérable économiquement parlant. Donc, communauté gay également qui peut véhiculer certains stéréotypes, objectiver certains racismes également. L'orientation sexuelle ou pratique sexuelle qui peuvent être stigmatisées en société. La race ou l'ethnicité, évidemment, qui peut faire l'objet de racisme. Et communauté ethnoculturelle également qui peut véhiculer une certaine homonégativité. Donc, où certains ne se sentent pas confortables justement de se dévoiler dans leur communauté ethnoculturelle. Donc, on se posait la question, mais que se passe-t-il au centre ici, dans la position singulière? Donc, personne noire occupe une position singulière. Donc, ce que l'intersectionnalité nous permet de faire, finalement, c'est un peu de documenter l'expérience des gens à la croisée ici de différentes catégories possibles. Vous me suivez toujours jusqu'ici? Oui. Donc, on parlera ici en langage intersectionnel, on parlera d'invisibilité intersectionnelle. Donc, leur réalité est rarement prise en compte due à la complexité, justement, du croisement de certaines catégories possibles de pression. Intersectionnalité 101 en quelques secondes. Hein? Comment? C'est correct? OK.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, l'objectif, la recherche a été menée en deux phases principales. Donc, la première phase, l'objectif était de mieux connaître la population des personnes noires d'origine afro-caribéenne de Montréal ainsi que leurs besoins en matière de santé. On a mesuré plusieurs indicateurs. Donc, une phase quantitative par questionnaire, donc questionnaire prodigué en ligne, en version papier, via plusieurs événements, Facebook, le site web d'Arc-en-Ciel, les réseaux en recherche, au bureau d'Arc-en-Ciel, face à face lors d'activités. Plusieurs efforts ont été déployés. Donc voici, 32 personnes ont répondu à l'appel. Donc, on avait des espoirs beaucoup plus élevés, mais bon, 32 personnes ont répondu au questionnaire de manière complète. Qu'est-ce qu'il en ressort? Donc, 32 participants, donc qu'est-ce qu'il en ressort? La majorité s'identifie comme homosexuelle, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les écrits. Donc, on a eu accès à une majorité qui déjà est prête, à endosser l'étiquette de gay ou homosexuel. Donc, il y a une identité ethnique également. La majorité se définissent comme africains, ensuite caribéens ou noirs. Temps vécu au Canada, moins d'un an, 12,5. De 1 à 5 ans, 25%. 6 à 10 ans, 15%. 10 ans et plus, 43%. Donc, la majorité, ça fait déjà un bon bout de temps. On peut dire qu'ils sont au pays. Statut relationnel, dans la majorité, sont célibataires. Les 25% sont soit en relation ou mariés avec un. Juste un petit peu de descriptif ici. En ce qui concerne la santé sociale et communautaire, donc on a mesuré certains événements de racisme ou de racisme dans le milieu gay. Quelles sont les grandes tendances qui en sont sorties? Donc on a posé, donc c'est une traduction de certaines échelles de recherche antérieures qu'on a utilisées. Donc on leur a demandé, est-ce qu'ils ont déjà eu l'impression que les hommes blancs s'intéressent à eux simplement parce que vous êtes noirs? Donc entre parfois et presque toujours, c'est quand même 85% des gens qui ont répondu oui. Avoir eu l'impression d'être vu comme un objet sexuel par les hommes blancs. Donc, entre parfois et presque toujours également, c'est 63%. Donc, si on additionne les pourcentages. Avoir fait l'objet de propos racistes par une personne. Entre parfois et souvent, c'est 38% des répondants qui ont répondu à avoir fait l'objet de propos racistes. Avoir été rejeté par un partenaire sexuel potentiel dû au fait que vous êtes noir. Entre parfois et souvent, c'est 28% qui ont répondu par l'affirmative. Donc, c'est quand même des tendances fortes. Donc, il se passe quelque chose. Donc, en phase 2, suite à ça, moi et le groupe, on s'est rencontrés pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ça de manière qualitative. Qu'est-ce qu'on pourrait explorer en groupe de discussion davantage. Donc, ça, c'est une des tendances. Et là, encore une fois, je vous renvoie au rapport. On a plein de tableaux comme ça. Là, comme c'est plus axé sur racisme sexuel, c'est le seul tableau quantique que je vous présente. On est parti de cette tendance-là un peu pour élaborer la phase 2, qui était d'explorer, d'appréhender de quelle façon le racisme sexuel peut affecter l'estime de soi et la santé sexuelle chez les ARSA d'origine afro-caribéenne à Montréal. Donc, on a tenu 2 groupes de discussion en avril 2013, donc avec un total de 12 participants. L'âge moyen, 38 ans, s'identifie comme noir une personne, 5 Africains, 5 Caribéens ou Antillais. Et on a exploré plusieurs choses, dont le racisme sexuel, les 3 composantes que je vous ai présentées tout à l'heure. Santé mentale, surtout tout ce qui tourne autour de l'estime de soi, la santé sexuelle et les mécanismes de résilience. Donc, comment est-ce qu'ils font face à l'adversité? On a vu tout à l'heure la position intersectionnelle qui peut créer certains défis spécifiques à leur position particulière. Donc, mais que font-ils justement pour faire face à l'adversité? Donc, c'est un peu de voir, sans faire de lien causal, évidemment, d'explorer comment le racisme sexuel peut jouer sur l'estime de soi sur la santé sexuelle, donc de quelle manière chaque élément peut nourrir ou peuvent s'auto-nourrir. Donc, qu'est-ce qui en ressort de la phase 2, donc des groupes de discussion? Donc, les participants, évidemment, ont grandement fait l'objet de racisme sexuel. Il y a eu plusieurs témoignages assez importants qui en sont sortis. Donc, sont au fait, évidemment, des stéréotypes qui les entourent. Donc, ils ont fait l'objet de commentaires, etc. Donc, tout la notion stéréotype. Donc, nous avons raconté plusieurs événements également de racisme sexuel dans les bars gays, dans les saunas, les relations intimes et ou sexuelles, mais surtout sur les sites de rencontres Internet. Je ne l'ai pas mentionné en tableau également, mais le médium de préférence pour rencontrer, pour que ce soit partenaire intime ou sexuel, c'est Internet. Donc, surtout sur les sites d'Internet qui ont fait l'objet d'eux. Préférence, nous ont parlé également, donc on leur a posé la question de savoir, avez-vous vous-même des préférences sur la base de l'ethnicité ou de la race? Donc, ce qu'ils ont relevé, c'est que
Plusieurs ont parlé de préférence pour les hommes blancs, mais une genre de préférence par dépit. Donc, on n'est pas beaucoup, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est. Donc, on est dans une communauté à dominance blanche, donc c'est un peu par manque de choix, finalement. Ils aimeraient peut-être se rencontrer entre eux, donc qu'ils soient un peu plus visibles, un peu plus présents. Mais ils ont clairement établi la distinction entre racisme sexuel et préférence. Donc, le fait d'avoir une préférence n'est pas nécessairement automatiquement pour eux en soi intrinsèquement du racisme sexuel. Donc, de dire j'ai une préférence vers les hommes noirs n'est pas automatiquement du racisme, tant et aussi longtemps que la personne ne se sent pas réduite à la couleur de sa peau, mais s'intéresser à l'autre comme personne, aussi porte intérêt à sa culture, etc. À partir du moment où se sentent déshumanisés, l'intérêt est basé sur la race seulement, selon les participants, ça pourrait devenir une forme de racisme sexuel. D'avoir une préférence en soi n'est pas vu selon les participants comme étant du racisme sexuel pur et dur. Donc, contexte divers, j'en ai parlé un peu dans les bornes nationales, via Internet également, un petit extrait qui illustre, en parlant d'Internet, un participant ça accentue parce que les gens peuvent se permettre d'être plus crus, d'être plus directs, d'être plus méchants aussi. Alors, je me suis fait traiter de nègre carrément parce que j'ai refusé. Je n'étais pas intéressé à quelqu'un qui disait qu'il voulait un trip à 3. J'ai dit, ben moi, c'est pas mon trip, on m'a envoyé chier, il m'a traité de nègre parce que je n'étais pas vraiment intéressé. Toujours sur Internet. Moi, personnellement, sur des sites de rencontres, j'étais inscrit, mais j'ai vécu de façon très, très directe où, après le bonjour, la deuxième question, c'est j'ai pour les Noirs. Je dis, ah ben pourquoi? Ah bon, pourquoi? Ben parce que vous avez des grosses queues, parce que vous êtes musclé, que vous êtes masculin. Dans toute l'enveloppe, en fin de compte, qu'on attribue à l'homme noir. Donc, c'est relié au stéréotype que je vous ai présenté tout à l'heure. Dans les relations sexuelles et ou intimes également. Donc là, je vous présente ça de manière très succincte, et dans le rapport, c'est beaucoup plus étoffé. Moi, j'ai eu une expérience une fois. J'ai rencontré quelqu'un, on a passé la nuit ensemble. J'ai pas beaucoup dormi. Tout le monde a ri. Donc, je pensais que j'allais dormir un petit peu, mais bon. Puis après ça, on voulait sortir dans un bar pour aller danser un peu. La personne m'a dit, non, je veux pas aller dans un bar avec toi, parce que si je vais danser avec toi, tout le monde va penser que j'aime une grosse queue. Donc, ouais. Pas jamais un homme noir, jamais une grosse queue. Donc, on réduit voilà. On va passer le commentaire, je vais juste plaisanter. Donc, relations sexuelles et intimes. On leur a demandé également comment vous vous positionnez par rapport à ça. Donc, oui, stéréotype, vous en faites l'objet, vous êtes au courant des attributs, etc. Donc, on appose en fonction de la race, mais qu'est-ce que vous en faites? Comment vous vous positionnez face à ça? Certains ont mentionné en tirer profit pour un certain temps. Courte période de temps, ça peut être positif de jouer le rôle, de répondre aux stéréotypes en endossant. On me sexualise sur cette base-là, ben, je peux jouer le rôle et embarquer dans le jeu. Certains nous ont parlé aussi de marchander le fétichisme. Donc ça a fait l'objet d'une conférence que j'ai fait l'an dernier avec un membre du groupe qui était présent également, donc sur la marchandisation du fétichisme. Ah oui, tu penses que les Noirs sont X, Y, Z? C'est ce que tu veux? Paye. Donc voilà. Donc ça peut amener un certain rapport de pouvoir de négociation également. Et clairement, certains ont dit le rejeter. Rejeter le stéréotype, le critiquer également et le refuser clairement. On nous a également nommé certaines critiques envers le milieu gay, donc quand il véhicule une image dominante de l'homme blanc, aisé, au physique réduit à un seul modèle. Un milieu qui encense également une masculinité traditionnelle et un certain écart de valeurs dominantes du milieu gay, très consumériste, et les valeurs de la communauté noire. Laurent pourra en parler un peu plus en détail tout à l'heure. En termes de santé mentale, pris au sens large, / estime de soi, on leur a demandé, mais comment vous réagissez face à certains événements? Qu'est-ce que ça engendre chez vous comme réaction, comme sentiment? On nous a parlé de prudence ou de vigilance. Donc, quand quelqu'un m'approche maintenant, je me pose toujours la question, est-ce que c'est parce que je suis noir ou parce que c'est par qui je suis comme personne? On nous a parlé de déception également, de frustration, de perte d'intérêt également pour une relation. Parce que l'objectivation est déshumanisante. Ça semble déshumanisé, donc une perte d'intérêt. Insatisfaction affective, sexuelle ou émotionnelle également. Donc, ça revient à la réduction du répertoire sexuel dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, moins d'exploration parce que ça semble contraint à devoir jouer un certain rôle. Un certain désir de conformité également, donc en lien avec le stéréotype. Donc, peut engendrer un manque d'estime personnelle. Certains l'ont mentionné. D'accord, le stéréotype est je vous ai parlé tout à l'heure, mais moi, je suis pas comme ça. Je réponds pas à ça, donc j'ai perdu mon idée. Donc, désir de conformité peut engendrer un certain manque d'estime.
Mais face à tout ça, donc, certains mécanismes de résilience qui sont ressortis. Entre autres, les amis, on nous a parlé beaucoup des organismes communautaires, entre autres, et principalement Arc-en-Ciel d'Afrique, hein, qui permettent d'aborder certains thèmes, de discuter, d'offrir une forme de soutien. On nous a parlé aussi de stimuler la fierté d'être noir, de refuser le racisme sexuel, de refuser de se laisser affecter par ce dernier, de refuser le racisme. On nous a parlé également que le communion n'est pas la panacée d'une bonne inclusion, d'une santé mentale optimale, etc., que ce n'était pas nécessaire. Et ça, c'est ressorti beaucoup aussi dans les écrits que le coming out en soi, surtout pour la population des personnes noires qui sentent qu'ils ont peut-être beaucoup plus à perdre, justement, en faisant leur coming out, justement, le soutien de leur communauté culturelle versus le soutien que le milieu gay, si je peux dire, peut apporter. Donc, ça fait... OK. Je suis allé vite. Hein? Donc, certaines implications au niveau plus métaux. Donc, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on ferait? Au niveau de la recherche, pour faciliter, hein, donc, ça serait d'inclure des informateurs de l'intérieur pour rejoindre ceux qui sont moins visibles dans la communauté gay ou la communauté des Arceaux noirs. Si on avait eu le budget, je pense que ça aurait été très pertinent d'embaucher quelqu'un spécifiquement de la communauté qui va dans certains lieux, certains événements, donc qui fait déjà partie un peu des réseaux parallèles pour aller parler de l'étude, pour aller recruter justement, parce que, bon, une population plus difficile à rejoindre, etc. Les gens ne savent pas je suis qui, hein, c'est qui ce blanc-là qui mène cette étude-là sur nous, donc peut-être un manque de confiance, etc. Donc c'est à refaire, informateurs de l'intérieur, et varier les opportunités aussi pour rejoindre les hommes qui s'identifient en fonction de leur identité ethnique, plutôt qu'en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur pratique sexuelle. Implication plus théorique, donc ça, je suis en train de réfléchir à la notion des étudiants de maîtrise qui vont peut-être commencer bientôt à travailler autour du thème du racisme sexuel. Donc, je ne sais pas si vous avez certaines questions à la lecture de ce qu'est le racisme sexuel, mais justement, donc, comment est-ce qu'on peut le clarifier, comment est-ce qu'on peut, le préciser, le conceptualiser plus clairement, hein, parce que si c'est mieux circonscrit, mieux défini, c'est plus facile à mesurer, à démontrer, à évaluer. Donc, ça permet aussi de mettre en place des interventions plus concrètes et des pistes de solutions plus adéquates. Mais en même temps, je suis très conscient que le racisme sexuel, comme toute autre forme de racisme, hein, de plus en plus, on parle de racisme insidieux, beaucoup moins j'ai blatant en tête, c'est flagrant, beaucoup moins évident, beaucoup plus subtil. Donc, je parlais de microagression tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on, à partir de quand ça commence, où commence une microagression, où ça termine, quoi et quoi. Donc, voilà. Mais déjà, on a une piste de solution avec le groupe de discussion où les participants nous ont clairement dit, à partir du moment où on se sent plus objectif, on quitte le sujet versus objet. C'est là où ça peut être un indice que le racisme s'ingère tranquillement. Donc, à partir du moment où on se sent déshumanisé, on ne s'intéresse plus à moi comme personne, comme sujet. Ça peut être un indice que le racisme s'installe finalement. Alors voilà, pour ce qui est du point de vue un peu plus pratique, je laisserai la parole à Laurent et ensuite on aura l'occasion de discuter si vous avez des questions sur la recherche ou pour le groupe. Donc, bonjour tout le monde. Bonsoir, effectivement. Donc, je vais continuer avec la conférence. Donc, pour commencer, je vais d'abord un peu parler de c'est quoi Arc-en-Ciel d'Afrique, qu'on n'a pas dit au début. Donc, Arc-en-Ciel d'Afrique, c'est un organisme qui vise l'intégration et l'épanouissement des personnes LGBTQ, donc des communautés noires précisément, africaines et caribéennes à l'échelle québécoise. Et on a 4 missions. Comment on fait ça? On veut sensibiliser avant tout et la société québécoise sur les réalités des personnes LGBT en provenance des communautés noires du Québec. On veut briser l'isolement. Et pour briser l'isolement, comment on le fait? C'est pour ça qu'on organise à travers les activités qu'on fait, comme les discussions, causeries, festivals de films, soirées dansantes, sorties, pique-niques, des choses comme ça. Promouvoir la culture LGBT afro-caribéenne. Et pas la culture, mais c'est tout ce qui est culturel, comme l'art, littérature. Par exemple, en ce moment, on travaille sur un recueil d'œuvres littéraires et imagées, des soirées dansantes. Pourquoi? C'est parce qu'on veut pouvoir la culture LGBTQS et dans les communautés noires et dans la société québécoise en général, parce que comme ça facilite plus une intégration
Et puis, ça permet d'avoir une image plus diversité et plus en profondeur des communautés noires. Et aussi agir en prévention contre les ITSS et le VIH, parce que comme on l'a montré, les communautés noires sont très vulnérables concernant les maladies sexuellement transmissibles pour toutes sortes de raisons de vulnérabilité. Donc, là, je vais aller brièvement sur c'est quoi et être noir. Et veut pas, on vit dans un monde très racial. Donc, et être noir, quand on dit que quelqu'un est noir, c'est pas vraiment colorblind, disons. Donc, il y a automatiquement tous des attributs, des préjugés qui viennent en tête. Et être noir, c'est pas juste une couleur de peau, tout simplement. C'est pas juste la peur de la couleur noire. On attribue beaucoup de choses, beaucoup de caractéristiques, disons, soit aux hommes noirs et à la femme noire, mais pour l'instant, on parle plus des hommes noirs, mais disons-le comme ça. Et puis, donc, c'est ça. Et même les noirs aussi ils pensent comme ça aussi, ils vont dire les hommes noirs ont une façon différente de penser, une façon de vivre différemment, des cultures différentes. Donc, il dit une culture différente, dit automatiquement une certaine vision, une façon de voir la vie autre aussi. Donc, tout ça, ça rentre aussi. Donc, et le village gay et le site internet. Donc, c'est ça. Tantôt, on parlait du racisme sexuel et comme on a soulevé que les hommes noirs dans l'étude ont révélé être beaucoup victimes du racisme sexuel parce que de la manière dont on objectifie beaucoup leur corps. Et donc, moi, c'est ça. Donc, je présente en ce moment la seconde partie, la vision d'un cancer d'Afrique et aussi les moyens de combattre ça. Donc, c'est ça. Le village gay avant tout est déjà un endroit qui est très axé sur l'apparence physique, que l'on soit noir ou blanc ou asiatique. Et l'image de la communauté gay, c'est cette image très superficielle de l'homme qui fait la fête, qui est jeune, qui a un beau corps. C'est ce qui est souvent montré. C'est vrai que des fois, il peut y avoir d'autres images, mais en gros, c'est un peu ça. On peut le voir facilement si on prend des magazines de fugue. C'est ce qui est souvent mis de l'avant, c'est l'homme le plus souvent torse nu, même s'il n'est pas toujours, mais avec très musclé, tout ça, jeune. Et puis tout dans le village aussi, c'est plus les bars, les clubs qui est mis de l'avant. Et sur les sites internet, et pour les sites de rencontres pour hommes, au fait, c'est beaucoup axé sur le physique et puis avec des images très pornographiques. Moi, je suis déjà inscrit sur des sites internet et puis des fois, et quand tu l'ouvres, tu as l'impression d'être quasiment sur une page de porno des fois parce que il y a des photos nues, beaucoup de nudité, beaucoup de photos sexuelles et puis lorsque les gens parlent, après un dialogue, après une ligne ou deux, c'est automatiquement OK, c'est quoi tes préférences, c'est quoi tes mesures, c'est quoi la longueur de ta queue, est-ce que tu es musclé, est-ce que tu es ci, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que la communauté gay en général est très axée sur le physique et très axée sur l'apparence et puis sur la rapidité aussi des rapports sexuels. On ne prend pas le temps de connaître vraiment la personne. Donc, vu comment ce milieu est déjà très axé sur le corps, donc les dérapages raciaux c'est difficile à empêcher, c'est facile à embarquer dedans, puisque c'est un milieu qui encourage quasiment ça. Comme les sites internet, c'est quasiment fait pour objectifier les gens. Donc, du moment qu'on est sur un site internet où on va objectifier la personne, ça devient très difficile maintenant de dire, OK, qu'est-ce qu'il y a du racisme ou pas, parce que, et de toute façon, le site en direct, la manière dont c'est structuré, c'est quasiment fait pour ça. Et puis, si on veut avoir une rencontre d'une nuit avec quelqu'un, c'est sûr que personne ne va pas demander c'est quoi tes études et puis qu'est-ce que tu aimes faire. C'est quoi ta vision de la vie, qu'est-ce que tu veux faire. Si c'est pour une rencontre d'une nuit ou bien des rencontres rapides, effectivement, les gens vont poser des questions très rapides et vont avoir des questions très rapides. Donc, tout ça pour dire ça. Et aussi, je vais parler de la clandestinité. Et dans les communautés noires, l'homosexualité est très tabou encore. Beaucoup d'homosexuels noirs, de nos membres d'ailleurs,
et sont souvent dans le placard, ou bien, c'est pas beaucoup de gens qui le savent. Beaucoup d'homosexuels, d'ailleurs, ont commencé leur vie sexuelle de manière très clandestine, à travers des petites rencontres furtives dans la clandestinité. Et puis, il y a tout ça qui encourage, qui alimente aussi une certaine faible estime de soi et aussi une forme de honte de l'acte homosexuel aussi. Et même que souvent, j'ai entendu des amis à moi dire « Ok, les homosexuels, c'est pas fait pour vivre des relations à long terme. 2 hommes ensemble ne peuvent pas s'aimer. 2 hommes ensemble, on peut juste avoir du sexe ensemble. » Ce sont des choses que j'ai entendues. Mais tout ça, ça vient aussi du fait de l'homophobie intériorisée, le fait que l'homosexualité est tabou dans leur communauté. Donc, ils ne peuvent pas vraiment en parler. Ils n'ont pas d'espace pour en parler. Donc, la manière de le vivre devient automatiquement juste des relations éphémères, secrètes, soit dans des saunas, soit dans des lieux de rencontre. On va rencontrer rapidement un homme sur Internet. On veut avoir du sexe avec lui. Vu qu'on n'a pas l'idée en tête d'avoir une relation à long terme, donc automatiquement, ça devient des relations très difficiles à avoir à long terme. Ce ne sont pas des gens qui sont ouverts forcément sur leur sexualité. Et il y a aussi donc, le racisme est intériorisé aussi, parce que tout comme il y a l'homophobie intériorisée, parce qu'on vit dans une société avec des idées homophobes quand même si il y a beaucoup de progrès qui ont fait. Donc les homosexuels aussi ont beaucoup, comment dire, intégré d'une certaine façon les préjugés que la société envoie sur les homosexuels. Donc, de la même façon, les Noirs aussi ont intégré les préjugés sur les Noirs. Et ils ont fini par s'identifier à ça et puis à dire oui, on est comme ça, donc les hommes noirs, oui, on doit être plus musclé, on doit être plus masculin, vouloir correspondre à ça aussi. Donc tout ça, j'allais dire, oui, ça perpétue le racisme et l'homophobie, qui joue beaucoup sur le racisme sexuel. Donc, le dernier point, je parlais du racisme systémique de la société, c'est ça. On est quand même dans une société très raciste. Bien, c'est vrai que on condamne le racisme au sens large dans les lois. On n'a pas le droit de discriminer. On veut que ce soit une société égalitaire et équitable pour tout le monde. Ça, c'est clair que dans la loi, on veut que ce soit ainsi. Mais dans les faits, évidemment, non. C'est pas comme ça. Il y a encore beaucoup de préjugés qui fait que le racisme va perpétuer. Par exemple, je vais prendre l'exemple en ce qui concerne la communauté gay, avec le fugue. Sur des magazines où on va avoir, par exemple, seulement à 98%, 99%, je peux dire, l'image d'un homme blanc. Et pourquoi? Mais ça participe en quelque sorte à une forme du racisme systémique, dans le sens que, pourquoi c'est ainsi? C'est parce qu'ils vont se dire, OK, on ne voit pas vraiment des membres de communautés culturelles qui sont visibles. La majorité des personnes gays qu'on voit, ce sont des hommes blancs. Ce sont des hommes blancs qui vont prendre ce magazine-là. Donc, pourquoi aller chercher ailleurs? Donc, ils vont seulement prendre ces images-là. Les gens de d'autres communautés vont se dire, oh, on n'est pas représenté dans ce magazine, donc je me sens pas intégré, donc j'y vais pas. Donc, ça crée un cercle. Et pourquoi on avait parlé une fois avec FUC, pas concernant le fait de parler des Noirs, bien, le gars du FUC avait dit, une fois, on avait essayé de mettre des photos de personnes plus âgées, même pas noirs, et ça n'avait pas été, le FUC avait été moins pris. Donc, c'est tous des conséquences comme ça, des fois qui perpétuent le racisme. On va prendre telle image parce que c'est plus économique, c'est plus rentable, donc on va pas prendre un noir ou bien quelqu'un d'autre, parce que dans ce cas-là, ça va être moins lu, ça va être moins rentable. Donc il y a tout un cercle qui encourage en même temps cette invisibilité-là pour des raisons mercantiles, disons. Et donc, mais dans tout ça aussi, il y a aussi la réalité des nouveaux arrivants qui sont en cancer d'Afrique depuis la fin des années 2013. On a remarqué vraiment une grosse vague d'immigration en provenance de l'Afrique, beaucoup plus des réfugiés pour cause d'orientation sexuelle qui proviennent du Cameroun, Togo, du Tchad, ensuite du Sénégal, de plusieurs pays de l'Afrique. Et
généralement, ils vont se retrouver ici et dans ce nouveau pays qu'ils ne connaissent pas. Ils ont quitté leur famille. Le plus souvent, ils sont seuls ici. Ils ne connaissent très peu de personnes ici. Et même s'ils connaissent un ou deux personnes ici de leur famille, amis, généralement, ils ne vont pas savoir qu'ils sont gays ou bien ils vont essayer de se cacher. Ce ne sont pas des gens avec qui ils vont parler de cette réalité-là. Donc, automatiquement, ça crée un isolement et une vulnérabilité aussi. Blessures émotionnelles, parce que ce sont des gens beaucoup qui sortent de situations très traumatisantes qu'ils ont vécu là-bas. Et puis, ils viennent ici et puis on voit beaucoup la différence culturelle parce que même nous, par exemple, moi, je les accueille beaucoup de ces nouveaux arrivants-là et puis même moi, je vois qu'il y a vraiment un certain écart entre moi qui est ici depuis 15 ans et puis eux qui viennent d'arriver. Ça crée une différence culturelle. Donc, ce sont des gens qui ont une méconnaissance de la réalité LGBT à Montréal. Donc, tout ça, ça les rend très vulnérables, disons, pour vous. Ça les rend très vulnérables dans le milieu gay qui se veut très rapide et puis très sexuel. Même il y en a un vendredi, justement, qui était venu au bureau, qui est là quand même depuis 3 ans. Et puis, il parlait, oui, qu'il est sur les sites de rencontre pour rencontre, mais souvent, il sent une pression que les gens avec qui il parle, ils veulent conclure rapidement, mais que lui n'est pas à l'aise parce qu'en ce moment, il suit des thérapies, déjà, tout ça, avec tout ce qu'il a vécu en Afrique, il essaie de se reprendre, mais que lui, quand même, il essaie de dire non. Donc, tout ça pour dire que ce sont des personnes qui peuvent être très, très vulnérables, disons. Et aussi le fait que quand quelqu'un est isolé, généralement, et puis tu ne te sens pas bien, tu as un faible estime de toi. Donc, quand tu veux rencontrer quelqu'un, automatiquement, si tu es en situation, ça te met dans une situation d'infériorité et l'autre dans une situation de pouvoir qui peut avoir plus de droits inconsciemment ou bien sans que l'autre personne s'en rende compte. Vraiment, automatiquement, ça fait qu'il a plus de pouvoir et puis automatiquement, ça peut amener à plusieurs choses comme avoir des rapports sexuels moins protégés, plus à risque, tout ça, cette faible estime de soi, moins en sécurité. Donc, c'est ça. Et maintenant, les réflexions et les solutions qu'on a pour un peu, en quelque sorte, remédier à la situation. Donc, comme je dis, la communauté gay est très axée sur l'apparence et le physique. Donc, on ne peut pas combattre le racisme sexuel dont sont victimes les hommes noirs si on ne combat pas le racisme et en général. Je veux dire, si le milieu gay reste avec cette image très physique, l'image très physique, très superficielle, et un peu avec des sites internet qui mettent l'accent beaucoup sur le sexe. C'est difficile dans ce cas-là de combattre le racisme sexuel parce que c'est pas seulement des hommes noirs qui sont victimes de ça. Par exemple, les blancs sont victimes de l'objectivité, aussi de cette objectification, comme je veux un corps plus jeune, je veux telle personne avec six-pack, je veux telle longueur de queue, je veux que... Donc, automatiquement, ce sont des endroits où ça ne comprend pas le temps de connaître la personne. Donc, on ne peut pas éliminer. Donc, pour éliminer ce racisme sexuel, donc il faudrait commencer aussi par favoriser des programmes qui montrent autre chose de la communauté gay, une autre image, et aussi sensibiliser la société québécoise aux réalités des personnes LGBTQ, des communautés noires, parce que on ne parle pas beaucoup des personnes et des autres communautés. Ils sont moins visibles, évidemment. Donc, il faudrait aussi que les gens soient conscients de leur réalité aussi pour leur faciliter à s'exprimer, à être plus visible. Et lutter contre l'homophobie intériorisée, c'est très important aussi parce que c'est pour encourager beaucoup l'estime de soi. Si on veut que les personnes, par exemple, le racisme sexuel en ce moment, s'il y en a le racisme sexuel dont sont victimes les Noirs, c'est en quelque sorte parce que les Noirs aussi jouent le jeu aussi. Par exemple, si tu veux coucher avec quelqu'un et puis la majorité des gens avec qui tu veux coucher
il propose que je préfère, je donne des exemples comme ça, là. Je préfère un homme noir top qui correspond assez à ça. À un moment donné, vu que des fois, tu n'as pas d'autre choix, des fois, tu t'embarques dans le jeu aussi pour avoir ce que tu veux. Et si tu es dans une situation, ça que tu as moins d'estime de toi avec l'homophobie intériorisée, le racisme intériorisé, par exemple, la communauté noire, des fois, va valoriser beaucoup l'image de l'homme très macho, très stéréotypé. Donc, ça encourage aussi, les gens risquent d'adapter, de vouloir adopter cette image-là, parce que c'est ce qui fait connaître, c'est ce qui leur permet de se vendre. Donc, c'est vraiment combattre toute cette homophobie et le racisme intériorisé pour permettre aux gens et d'avoir l'estime d'être plus en, comment je pourrais dire ça, être en pouvoir. Ah oui, être en contrôle avec ce qu'ils veulent, avec qui ils sont. Donc, comme ça, ils pourront mieux dialoguer avec ce qu'on leur propose. Donc, automatiquement, c'est une façon aussi d'éliminer cette forme de racisme. Parce que si à un moment donné, les hommes noirs arrivent à s'affirmer, à dire non, moi je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, je ne veux pas ça. Et puis, donc, leurs partenaires vont savoir, OK, ça ne marche pas, je ne peux plus avoir ce que je veux en me comportant comme ça, si je m'attends à ce que l'autre se comporte comme ça. Donc, ça risque de faire boule de neige et ça risque de fonctionner. Et sensibiliser la société au racisme en général, parce que si la société, on vit dans une société raciste, qu'on en veuille ou non, ou bien avec un certain racisme systémique. Donc, c'est sûr que ce sera encore une fois difficile de changer le racisme sexuel si dans la société, il y a une forme de racisme systémique, par exemple, une invisibilité des personnes, des communautés ethnoculturelles, ou bien si à chaque fois la plupart du temps qu'on entend parler des personnes ethnoculturelles, on entend parler d'eux seulement comme des gangsters, ou bien si dans une émission de télé, on veut embaucher des acteurs noirs, mais on les embauche seulement pour des rôles comme de gang, d'esclaves, ou bien des rôles très stéréotypés noirs, ça n'encourage pas une diversité. Donc, en quelque sorte, ça perpétue le racisme en les réduisant à des images très spécifiques. Donc, il faudrait aussi permettre aux personnes des communautés ethnoculturelles de prendre la parole pour eux, d'avoir des moyens de s'exprimer et de parler en leur nom. Donc, c'est pour ça qu'en Cancer d'Afrique, nous, on a comme objectif aussi de promouvoir la culture LGBT afro-caribéenne. Ce sont des personnes gays, des homosexuels noirs qui font des choses artistiques pour les Noirs et par les Noirs et pour la société en tant que telle. Et je vais en parler plus loin, je pense. Donc, on veut créer aussi un espace sécuritaire parce que dans la communauté, dans les communautés noires, il y a des gens qui sont étiquetés en tant que gays, dans les communautés gays, étiquetés en tant que noirs. Donc, c'est ça, c'est créer un espace où les gens peuvent être pleinement eux-mêmes. Comme en Cancer d'Afrique, on est noirs et LGBT. Donc, c'est créer, comme on a gagné des discussions causeries. Les espaces de discussion causerie, ça permet aux hommes et aux femmes, ce sont des discussions séparées. Il y a des journées d'hommes, il y a des journées de femmes. Ça les permet de parler de sujets pour ça qu'ils n'ont pas d'espace de parler ailleurs. Par exemple, nos discussions causeries, on les fait et en ce moment spécifiquement pour les hommes noirs. La raison pour laquelle on le fait ainsi, parce qu'avant, quand c'était ouvert à tous, on a remarqué qu'il y avait moins de noirs qui venaient, parce qu'automatiquement, ils sentaient l'espace moins sécuritaire, ils avaient moins d'accès aussi à la parole, alors que quand c'est un espace entre eux, ils peuvent plus se sentir libres de parler de choses qui les touchent, de s'épanouir, de se libérer. Et aussi, ça a un impact sur comment ils vont se comporter. Ils seront plus faciles de s'ouvrir aussi ailleurs envers les autres. Parce que s'ils n'ont pas cet espace où ils peuvent s'exprimer librement eux-mêmes, donc il y a beaucoup de choses qui restent enfermées, qui n'expriment pas, et puis qu'il y a d'autres répercussions encore négatives. Donc c'est pour ça qu'on essaie de créer ces espaces de discussion, causerie. Et le besoin de vivre et de s'exprimer. Donc, comme je disais, on veut promouvoir la culture. Par exemple, en ce moment, on a un projet Cri ton art. Et c'est un projet où des jeunes de 16-30 ans, et on les encourage à écrire des nouvelles, à faire des dessins, prendre des photos
pour former un recueil, tout ça, pour parler de la diversité sexuelle dans les communautés ethnoculturelles. Pour ça, c'était pas seulement, bien qu'il y avait une forte majorité afro-caribéenne, mais on a cherché aussi d'autres communautés ethnoculturelles, Moyen-Orient, Tunisiens, et puis nos autochtones même à participer à ce projet. Il y a le festival Massimadi aussi, qui a lieu dans le mois de l'histoire, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Ce festival qui présente des films, qui traitent des réalités des communautés noires, homosexuelles, un peu partout à travers le monde, de l'Afrique, de l'Europe, l'Amérique du Sud, l'Amérique occidentale, ici. Donc, et c'est avec ce festival-là, on veut sensibiliser en généralement la société québécoise aux différentes réalités. Surtout que le plus souvent, ce sont des films qui sont réalisés, qui sont faits par des personnes des communautés noires qui montrent eux-mêmes, qui parlent en leur nom, qui se donnent une image d'eux-mêmes. Donc, tout ça, ce sont des choses qui peuvent encourager aussi à qui lutte contre le racisme. Et c'est ça, créer une culture gay dans les cultures noires. Les souhaits, et je pourrais dire les souhaits qu'on a pour que sachons, c'est ça. C'est faire connaître, en résumé, c'est faire connaître les personnes LGBTQ dans les communautés noires. Parce que si l'homophobie continue dans les communautés noires, ça reste encore très difficile de lutter contre le racisme. Parce qu'avant, on disait que l'homosexualité, c'est une affaire de blancs. Donc, déjà là, ça part d'un point. Et ça pose une problématique très raciale. Si on veut être gay, il faut faire comme les blancs. Donc, ce n'est pas quelque chose de noir. Donc, ça joue sur plein de stéréotypes déjà importants. Donc, on veut combattre défaire cette idée-là, que l'homosexualité est égale à des personnes blanches. Donc, ça a donné une place aux personnes LGBTQ dans leur culture et prendre sa place dans les communautés LGBT québécoises aussi, pour que les Noirs puissent avoir beaucoup plus de voix. Si on a beaucoup plus de voix, si on peut prendre plus la parole, s'affirmer, donc automatiquement, ça donne une autre image peut-être des personnes noires. Parce que le racisme aussi, ça vient justement d'une invisibilité. Donc, le fait qu'on soit réduit, si on est réduit à certaines images, c'est parce que les gens n'ont pas la chance de voir autre chose ou de connaître de manière plus en profondeur et ces communautés-là. Donc, c'est ça, la visibilité des personnes noires dans les sociétés québécoises, médias, télé, mais c'est ça, accroître leur visibilité, mais c'est pas juste accroître leur visibilité, il faudrait aussi accroître cette visibilité-là en montrant des images diversifiées et aussi encourager les personnes noires eux-mêmes à prendre la parole. Donc, en gros, c'est ça. Et je pense que le reste de l'appel sera des périodes de questions. En fait, tout ça, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site internet, arc-en-ciel-d'Afrique.org. Et il y a aussi, sur notre site, il y a aussi, vous pouvez trouver l'intégrale du portrait de la recherche OSA que nous avons fait.